Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc il s'agit de la conférence inaugurale, puisqu'il y a un cycle de 6 conférences sur cette thématique. Et donc vous aurez l'occasion d'écouter, pour ceux qui seront là, différents membres du commissariat scientifique ou de conseillers scientifiques qui ont participé à cette exposition. Donc on est dans le commissariat scientifique, il y avait 6 membres. Vous allez entendre, je crois, Evelyne Heyer, Patrick Roult de l'INSEP. Il y avait aussi donc d'autres personnes de l'INSEP, ainsi qu'Isabelle Queval, que vous n'entendrez pas, mais qui a grandement aussi participé, et au moins une vingtaine de conseillers scientifiques qui, chacun dans leur spécialité, ont participé, parce que comme toutes les conférences, comme toutes les expositions, au Musée de l'Homme et au Muséum, c'est vraiment un partenariat entre des chercheurs spécialistes du sujet et puis les équipes de muséographie qui conçoivent l'exposition. Parce que c'est bien beau de donner les axes et le contenu scientifique, il faut aussi donner à voir et donner à penser. Et vous allez voir que différents outils ont été choisis. Donc, cette exposition des frontières de l'humain, donc qui a déjà commencé le 13 octobre et qui va se finir le 30 mai, elle se situe pour nous à une période charnière où jamais l'humanité n'a eu autant les moyens de se changer elle-même et de modifier son environnement. Donc, ces possibilités nous mettent face à nos responsabilités, à des choix que nous devons faire, à des choix de société. Et vous allez voir qu'autour de cette présentation, différentes questions se posent, et notamment 2 questions assez simples. Tout est-il possible dans ce que l'on nous prévoit comme changement? Et surtout la question, tout est-il souhaitable? Et là, il s'agit vraiment d'un positionnement éthique que chacun doit assumer. Et les scientifiques sont vraiment là pour apporter non pas des réponses, mais un petit peu l'état de la connaissance pour permettre à chacun de se construire une idée, d'avoir une réflexion critique et autonome. Donc dans cette exposition, on ne donne pas de prêt-à-penser. C'était vraiment pas du tout notre idée. On n'est pas normatif sur ce qu'il serait bien ou mal de faire, mais de permettre de se poser un certain nombre de questions. Donc je commence par l'affiche que vous connaissez et qui est l'ouverture aussi de l'exposition, qui est une œuvre de Samuel Lial. Alors là, ce n'est pas l'œuvre complète, on la voit à l'exposition. Une œuvre de Samuel Lial qui est importante à identifier pour 2 choses. D'une part, parce qu'elle représente bien un petit peu l'idée de cette exposition. Il s'agit d'une œuvre qui est faite à base de céramique et sur laquelle, en fait, il a plaqué l'ensemble de son corps et qui représente vraiment l'homme fragmenté. Là, c'est surtout le visage, mais dans l'exposition, on a l'homme entier, et donc l'homme fragmenté, pour se poser cette question, mais qu'est-ce que l'humain aujourd'hui ? La deuxième chose qui est importante à dire, c'est que le parti pris muséographique, il est de vraiment s'inscrire dans une relation assez forte entre l'art et la science, parce que l'art permet de nous interroger autrement, de nous poser des questions, et ça nous a semblé vraiment intéressant. Donc dans l'ensemble des thématiques, il y a une œuvre un peu symbolique qui amène à se poser des questions, des œuvres qui interrogent, qui intriguent comme celle-ci, et d'autres qui peuvent être un petit peu provocantes, voire choquées. Mais c'était vraiment l'idée d'être en relation donc, avec les artistes pour se poser des questions. Alors, il ne faut pas que je me trompe dans les... Donc, voilà, je ne me suis pas trompée, je vais y arriver. Donc, la première... ce qui a présider un petit peu à la réflexion, c'est vraiment qu'aujourd'hui, on a des avancées scientifiques sur différentes questions. Vous allez voir les différentes thématiques qui sont traitées, des avancées aussi technologiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui, et qu'il y a un certain nombre de débats législatifs, juridiques autour de l'humain, autour de ce qu'il peut devenir, ainsi que des débats sociétaux avec des prises de position qui sont assez fortes dans l'espace public, notamment sur la relation homme-animal, le statut de l'animal aujourd'hui, qui pose un certain nombre de questions. Donc, les avancées scientifiques et technologiques, elles sont liées aux capacités des animaux. On a des éthologues,
des primatologues qui travaillent beaucoup sur ces questions, de quoi sont capables les animaux. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a de la communication chez les animaux, de la conscience de soi, de l'utilisation d'outils, des cultures, ce qui pouvait paraître il y a encore quelques années un petit peu exotique quand on parle des animaux, mais il existe bien des cultures animales. On a aussi, d'un point de vue plus technologique, ces performances des sportifs paralympiques qui sont équipés de prothèses. Vous avez dû plus ou moins suivre les derniers Jeux olympiques avec ces Jeux paralympiques. Toutes ces questions aussi de technologie et de biotechnologie autour de la réparation des corps. On pense aussi aux prothèses, mais aussi à des implants. Cette découverte scientifique aussi, mais dont je reparlerai tout à l'heure, qui est le fameux ciseau moléculaire ou le CRISPR-Cas9, qui est un outil qui permet en fait d'intervenir dans les génomes et de pouvoir introduire de nouveaux gènes. Et puis, bien sûr, j'ai noté aussi les rapports du GIEC, rapports de l'IPBES. Le GIEC, généralement, est assez connu, c'est sur le climat, sur le changement climatique. Donc, c'est cette réunion de scientifiques qui donne des informations pour enjoindre les décideurs et aussi les aider à prendre des décisions. Il y a la COP26 en ce moment à Glasgow dont on parle beaucoup. Et les rapports de l'IPBES. L'IPBES, c'est le pendant du GIEC, mais pour la biodiversité. Et il va y avoir la prochaine COP aussi en Chine sur cette biodiversité. Donc on voit qu'on est à un moment, je vous le disais en introduction, une période charnière où il y a où beaucoup de questions en fait se posent à nous-mêmes, à nous en tant qu'individus, mais aussi à l'ensemble des décideurs de la planète. Des débats juridiques et législatifs qui nous agitent également sur le statut des animaux. Et j'ai pris l'exemple du statut de quasi-humain pour les grands singes. Il y a la dernière à l'UICN, au Congrès mondial de la nature, il y a une motion qui a été déposée pour donner un statut particulier à ces animaux qui sont quand même extrêmement proches de nous. Ces questions hybrides humains-animaux, il y a des expériences qui ont été faites et qui ont été abandonnées, qui peuvent se faire dans différents pays. Et puis aussi toutes les questions autour de la fécondation, de ces diagnostics préimplantatoires qui sont à l'œuvre aujourd'hui avec toutes les lois bioéthiques que l'on connaît aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, jusqu'où on fixe en fait les limites. Donc on voit bien que ce soit au niveau de la science et puis de l'ingénierie, de la technologie, mais aussi dans la société, ce que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'avais intitulé « Je suis, je serai, nous serons » cette conférence, ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous pouvons devenir demain, ce que nous pouvons faire demain, pose un certain nombre de questions. Et enfin, alors j'ai mis du débat à la désinformation, c'est qu'il y a un certain nombre de débats, mais aussi de formes de désinformation, de ce qu'on appelle maintenant les fake news, en utilisant ce terme anglo-saxon, de débats autour de la gestion des pressions mentales par les sportifs. J'ai pris l'exemple de Simone Biles, si vous avez suivi les Jeux Olympiques, dans cette gymnaste américaine qui à un moment refusait de faire la compétition parce que trop c'est trop et elle ne souhaitait pas continuer. Donc il y a eu beaucoup de discussions. Cette transformation des relations humains-non humains, alors moi, j'utiliserais beaucoup ce vocable pour les humains et les non-humains, ou alors humains et autres animaux. Les non-humains, c'est les animaux, les plantes, mais qui sont... on voit bien que il y a des transformations de relations. On est de plus en plus sensible au bien-être animal, on est sensible à ce qu'on mange, à la manière dont on produit notre nourriture, et sensible à la place qu'ils ont dans notre société. Cette question sur les bébés parfaits, c'est ce qu'on discute aussi dans l'exposition, puisqu'aujourd'hui on a les moyens, avec tout un diagnostic, de faire des soi-disant bébés parfaits, qui sont autant de la désinformation que des entreprises économiques, puisqu'on vend très cher du sperme de différents individus pour vous promettre le bébé parfait. Alors pas en France, mais dans d'autres pays, ça se fait. Et puis après, les questions de l'immortalité.
où d'aucuns aussi nous vendent une immortalité très proche, voire expliquent que les enfants qui dépasseront, les personnes qui dépasseront 1000 ans sont déjà nées aujourd'hui. Et donc là, il s'agissait aussi de remettre un petit peu les choses à leur place. Et puis, toutes ces questions autour de la collapsologie qui nous prédisent un effondrement imminent en 2030. Voilà, il n'y aura plus de planète, tout sera terminé. Donc, en fait, il y avait aussi la volonté de faire un point à un moment donné de l'état de l'avancée de la science et de poser ces questions-là très directement et de dire, voilà, aujourd'hui, ce que l'on sait, ce que l'on peut dire, et ce qui est de l'œuvre plus du fantasme, de la croyance, voire de l'entreprise économique, parce que derrière, il y a aussi beaucoup d'économie. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est aussi des questions qui traversent les arts, et c'est pour ça qu'on a dans cette exposition une association assez étroite avec les artistes. Des arts qui sont des artistes comme les œuvres que l'on présente dans l'exposition, mais aussi ce sont des questions qui paraissent des questions extrêmement compliquées. Qu'est-ce que l'homme? Quelles sont les frontières de l'humain? Qu'est-ce que vont devenir les humains? Dans quel monde aussi vivons-nous? Mais on voit que c'est des questions qui sont présentes dans les bandes dessinées et puis dans la littérature. Alors, j'ai pas tout mis, hein, mais aussi dans tout ce qui est industrie cinématographique, et on est quand même baigné par ces questionnements quand on regarde ou quand on lit des ouvrages de science-fiction qui nous permettent de nous interroger sur les X-Men, Bienvenue à Kataga ou la planète des singes. Hein, ça, c'est quand même... C'est des questions anciennes qui sont toujours là, mais qui sont aujourd'hui réactivées avec les avancées scientifiques et technologiques. Et puis avec, j'ai mis une affiche de Soleil Vert. Voilà, en fonction des générations, on a des films comme ça qui nous ont marqués et qui nous interrogeaient sur le futur de nous-mêmes et de notre humanité. Donc il y en a un peu pour tous les âges en fait. Donc la question des frontières, c'est une question qui est compliquée. Qu'est-ce qu'une frontière? Une frontière, c'est ce qu'une société définit à un moment donné pour se définir elle-même à un moment donné et à une époque donnée. Et on a évidemment, dans la philosophie grecque, beaucoup parlé du propre de l'homme. Hein. Qu'est-ce que l'homme? Comment on peut définir l'homme? Donc il y a eu cette différenciation homme-animal. On a connu aussi des époques avec les différences qui étaient liées à la couleur de peau. Est-ce que les personnes qui ne sont pas blancs, on va dire, d'autres couleurs de peau, sont aussi des humains? Ça a commencé avec les grandes périodes d'exploration de notre planète, hein, où on se demandait, voilà, est-ce que telle population qui ne nous ressemblait pas, qui avait des coutumes différentes, est-ce qu'ils étaient vraiment humains ou pas? Comment on pouvait les catégoriser? Comment on mettait une échelle de valeur avec toute cette période-là où on construisait des échelles, des sociétés les plus primitives jusqu'à la société la plus évoluée, évidemment, la société de l'homme blanc occidental, parce qu'on voyait qu'un seul critère, hein, qui était le critère technologique, et Lévi-Strauss, dans son ouvrage Race et Histoire, l'a bien exprimé. Et donc, on pourrait aussi se demander, et c'est un peu les questions qu'on pose, est-ce qu'à partir du moment où on aura des différences dans les gènes ou des différences d'appareillage technologique, on peut aussi construire pour une société future différentes catégories d'humains et les hiérarchiser avec des surhumains ou des post-humains ou des humains supérieurs, et puis les pauvres gens que nous pourrions être, hein, qui seraient nous, en fait, pas augmentés, un peu avec tous nos défauts par rapport à ces catégories qui seraient revues, mais de manière très, très positive, mais dans un seul sens. Alors, ce qui définit l'être humain, c'est quoi un être humain? C'est une question vraiment très très vaste qui peut paraître compliquée et qu'on a choisi d'aborder.
J'aime bien cette citation de Michel Serres, hein, l'humain ne fait pas référence, nous le construisons dans le temps par nos actes et nos pensées, collectifs et individuels. C'est-à-dire que ce qui nous caractérise, nous, comme êtres humains, ça évolue évidemment dans le temps et en fonction des différentes sociétés. La société occidentale n'est pas la seule à se poser la question qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, et on voit, si je caricature un petit peu, que dans l'ensemble des sociétés, souvent quand on traduit comment les gens s'appellent ou leur territoire, ils se considèrent eux-mêmes comme hommes. Alors moi qui ai travaillé en Polynésie française aux Marquises, c'est Fénois et Nata, ça veut dire la terre des hommes. Donc les Marquisiens se considèrent comme les hommes, vraiment, et c'est la terre où naissent les hommes, c'est leur terre. Donc, et dans toutes les sociétés, on voit souvent que la manière de s'appeler fait référence à cet humain par rapport à d'autres. Et donc, ces définitions, elles sont vraiment importantes parce qu'elles engagent des droits et des devoirs. On le voit assez facilement avec les animaux, suivant le statut qu'on leur donne. Est-ce que c'est juste de la ressource, des instruments, ou est-ce qu'au contraire, on leur donne un statut où on fait attention à leur bien-être ? Des droits et des devoirs entre les espèces, à l'intérieur des espèces, y compris l'espèce humaine. On a bien vu que quand on classait les populations d'Afrique, par exemple, comme sous-hommes, où il y a toute une littérature, hein, ça nous permettait aussi d'excuser ou d'argumenter pour l'esclavage. Il fallait avoir vis-à-vis d'eux, voilà, les enjoindre à devenir chrétiens, à avoir adopté des cultures occidentales. Et pourquoi pas, à l'intérieur de l'espèce humaine, on pourrait imaginer ce que je vous disais tout à l'heure, des différenciations en fonction de notre appareillage, de nos gènes. Et c'est ce qu'on voit déjà dans la science-fiction, hein, quand on voit comment, dans la plupart des films, moi j'aime bien regarder la science-fiction avec ces yeux-là, même si c'est du grand spectacle hollywoodien, on voit bien qu'il y a des catégories, il y a ceux qui pensent, ceux qui sont forts, ceux qui construisent, les esclaves, etc. Et donc on est toujours en train de faire des catégories. Donc ça, c'est la question de la frontière et la question aussi des limites, avec cette question quand même fondamentale de l'habitabilité de la Terre pour les humains et les non-humains, au rythme où on va. Est-ce que cette Terre sera encore habitable et est-ce qu'on n'est pas face aux limites? Et là, juste un petit aparté, hein, le muséum produit des manifestes qui sont des petits ouvrages qui permettent de positionner plusieurs scientifiques sur des questions de société. Et l'avant-dernier, parce que le dernier vient de sortir, l'avant-dernier était face aux limites et en fait interroger ces limites auxquelles nous devons faire face aujourd'hui. Le prochain, ça n'a rien à voir avec l'exposition, c'est Histoire naturelle de la violence qui vient de sortir là, il y a quelques jours. Et donc, c'est vraiment s'interroger sur ces innovations technologiques, cette course au progrès auquel on est soumis, parce qu'aujourd'hui, les enjeux environnementaux sont vraiment étudiés, identifiés. On est face à une crise climatique majeure et face à une crise aussi, un déclin très fort de la biodiversité. Et donc, il ne s'agit pas de discuter, puisqu'il y a des éléments qui nous permettent de vraiment l'affirmer. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans une période où on doit réinterroger les limites auxquelles on fait face? Donc, c'est tous ces éléments-là qui nous ont vraiment encouragé à se positionner sur l'exposition que je vais vous présenter. Donc, ce questionnement, oui, s'adresse à tous. C'est un petit peu voilà, ce que je vous ai dit. Donc aussi, encore une citation de Michel Serres. Jamais sans doute nous n'avions disposé de moyens aussi efficaces et universels pour changer le monde et nous-mêmes. Nous ne savons pas ce que nous devons faire de tous ces pouvoirs. Et donc ça, c'est une question qui est importante et qui se règle de manière alors politique dans le sens discussion au sein de la cité, hein, et puis avec des questions de valeur aussi, et puis des questions d'éthique. Donc du jeu au nous, le parti pris, c'était de se demander qu'est-ce que moi je souhaite, en s'interrogeant nous-mêmes et donc en mettant les visiteurs face en fait à ces questionnements et en leur posant la question qu'est-ce que vous
vous pensez de ça, mais aussi de se dire qu'à chaque fois qu'on fait un choix, nous-mêmes, l'addition de ces choix va produire quelque chose sur l'ensemble de la société. Et donc, il faut à la fois dire, moi, qu'est-ce que je pense qui est souhaitable pour moi, mais aussi anticiper que ces choix vont avoir un effet sur l'ensemble de la société. Je donne un exemple que je reprendrai peut-être tout à l'heure, mais si on pense au bébé parfait, alors il y a plein de formes de bébé parfait, mais si on est plusieurs à dire, voilà, le bébé parfait, c'est le bébé blanc aux yeux bleus, avec une belle chevelure et intelligent, ce qui n'est pas possible. Hein. Là, c'est dans l'ordre du pas possible, puisque l'intelligence, ce n'est pas un gène. Mais voilà, finalement, on aura une société qui sera totalement orientée vers une forme et qui va laisser pour compte toute la diversité. Et puis, ça pose les questions d'eugénisme qu'on a connues par ailleurs hein, dans d'autres circonstances où on a voulu modeler la société pour en faire la société idéale avec les humains idéaux. On a choisi à chaque fois une approche pluridisciplinaire, transdisciplinaire, parce que quand on se pose une question, que ça soit sur notre relation la relation homme-animal, même la relation du sport, etc. À chaque fois, on a besoin de plusieurs éclairages disciplinaires parce que c'est à la fois des questions anthropologiques, des questions biologiques, des questions philosophiques, des questions technologiques. Et donc, on voit que nous, on a vraiment voulu discuter entre les disciplines pour pouvoir aborder chaque sujet de manière la plus vaste et la plus ample possible. Et je vous disais, hein, la science n'a pas à dire ce que doit être notre société, elle est là pour éclairer les choix, rendre visible, rendre visible des angles morts et mettre en discussion. J'espère que je ne vais pas m'étouffer, parce que je parle depuis ce matin. Mais ça devrait. Oui, si vous avez un petit peu d'eau, je pense qu'à un moment, ça sera nécessaire. Rendre visible des angles morts, c'est rendre visible, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on fait des choix individuels, il y a des conséquences sur l'ensemble de la société et sur l'habitabilité de la Terre. Mais c'est aussi que souvent, il y a des questions qui ne sont pas abordées par les personnes qui nous vendent l'immortalité ou qui nous vendent l'accès sur Mars. C'est qu'il y a des fortes inégalités et qu'on peut aussi se retrouver, mais ça, on le dit assez peu, hein, dans une société où il y aurait ceux qui ont accès, qui sont réparés, qui ont accès au meilleur, et puis les autres qui vivent dans le sale, la pollution, qui font tous les métiers les plus désagréables. Et on voit ça très bien dans la science-fiction. Hein. Vous avez toujours, moi j'ai coutume de dire, ces images des gens habillés en blanc. Souvent ils sont en blanc, ils sont en haut, dans l'air pur. Et puis vous avez au sol ces hommes en gris qui vivent dans des conditions effroyables. Et on aura de toutes les façons, et c'est déjà documenté, des fortes inégalités écologiques et environnementales. Et donc, pareil, hein, pour partir sur Mars, on ne partira pas tous sur Mars, hein, même si certains nous prédisent, voilà, finalement, la Terre, c'est pas grave, on ira habiter sur Mars. Mais non, il n'y aura qu'une toute petite partie, les plus riches ou voilà, ceux qui participeront à des... Merci beaucoup. Merci. Pour l'instant, ça va, mais je pense qu'à un moment... Donc voilà un petit peu ce qui nous a motivés pour cette exposition. Pourquoi au Musée de l'Homme et pourquoi au Muséum ? Parce que le Musée de l'Homme, c'est vraiment un lieu de réflexion sur les questions de société, hein, les deux grands pieds sur lesquels, les deux jambes sur lesquelles marche le Musée de l'Homme, c'est à la fois la préhistoire, mais là aussi la préhistoire qui interroge qui nous interroge nous-mêmes, hein, puisque pose des questions qui sont très contemporaines, et puis ces débats de société, puisque il y a eu nous et les autres, il y a eu donc des préjugés au racisme, il y a eu l'exposition sur l'alimentation, et donc là aujourd'hui l'exposition sur la frontière, et une des prochaines expositions sur ces questions de société qui est prévue, c'est sur l'immigration, parce qu'aujourd'hui
vous le savez, j'imagine, on nous rebat les oreilles, hein, il y a beaucoup de choses à dire sur les migrations, en affirmant des faits scientifiques et en repositionnant autrement le débat. Donc on tente avec nos armes. Et donc, voilà, c'est l'autre élément aussi qui est important, c'est que cette réponse pluridisciplinaire, elle est possible au sein du Muséum national d'histoire naturelle, puisque énormément de disciplines sont représentées, et donc on peut dialoguer avec nos collègues, et vous verrez, pour ceux qui assisteront à d'autres conférences, notamment Guillaume Lecointre, biologiste, systématicien, spécialiste de l'évolution, et les dialogues ont été extrêmement fructueux. Enfin, je terminerai, bon, vous le connaissez, mais cette galerie de l'homme, hein, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? On voit bien que l'exposition fait directement référence aux deux questions, qui sommes-nous et où allons-nous? Et donc, c'est un prolongement aussi de cette galerie permanente pour poser ces questions spécifiques. Donc l'exposition, voilà, ça c'était l'introduction, mais qui me paraissait nécessaire pour replacer le contexte et pour vous donner un petit peu les éléments de notre réflexion, parce qu'une exposition, ça se construit au minimum sur 2 ans, 2 ans et demi. Là, on a mis 3 ans et demi, parce qu'avec la crise sanitaire, on a été obligé de reporter d'1 an l'exposition. Et donc, on a toutes ces questions, pourquoi on fait cette exposition, comment on va la faire, qu'est-ce qu'on veut vraiment que le visiteur retienne. Donc l'exposition... l'ambition, c'est vraiment d'enrichir la réflexion personnelle, donc de donner à voir, à réfléchir, d'utiliser une grande variété de médias. Donc là, vous avez, je regarde, vous avez à la fois des œuvres d'art. Tout en haut, bon, c'est une des œuvres qui est présentée de Patricia Piccini sur le lien, des éléments patrimoniaux aussi, des clins d'œil, alors plus la marionnette de Zidane dans Les Guignols, mais qui nous permet de faire un clin d'œil aussi aux différentes générations, et puis l'ensemble de ces œuvres cinématographiques, donc avec des objets muséographiques, des œuvres d'art, des dispositifs audiovisuels, des sons. Et donc avec cette progression, on a essayé, voilà, de l'individu au collectif, de l'humain à l'humanité, et en proposant 6 thématiques que je vais vous présenter, qui sont la première thématique. Donc, on a utilisé le jeu exprès, hein, parce que c'est « je suis un animal d'exception » pour engager véritablement le visiteur à réfléchir sur sa position. Je suis un champion, je suis un cyborg, je suis un mutant, je suis immortel, et on va tous y passer. Donc, c'est vraiment une progression, en fait, sur l'interrogation de qui nous sommes, qui nous pourrions être, et puis collectivement, dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui. Alors, cette première partie, je suis un animal d'exception. Donc, je vous ai mis l'œuvre de Marcus Quat. Alors, ce n'est pas cette œuvre d'art parce qu'il en a fait une spécifiquement pour l'exposition, mais il travaille sur ces hybrides humains, non humains, et qui permet d'interroger, mais en fait, qu'est-ce qui nous sépare aujourd'hui des animaux ? Ce qui est intéressant de voir en premier lieu, c'est que ce lien humain-animal, il est même humain-plante, hein, il est présent dans toutes les cultures. Il y a une réflexion qui est construite dans toutes les cultures, et on a, alors vous connaissez peut-être, hein, mais la réflexion scientifique de Descola, Philippe Descola, autour des ontologies, hein, qui permet de construire ces ontologies sur la manière dont les différentes sociétés se positionnent envers les non-humains. Nous, on est dans une société, je vais vite, hein, mais dans une société naturaliste où on se dit qu'on est différent intérieurement, c'est-à-dire que nous, on a des émotions, on a des éléments qui nous permettent de nous dire humains par rapport aux animaux qui ne l'ont pas, mais on a une physicalité, donc on partage avec eux
le cœur, le cerveau, qu'on retrouve chez plein d'animaux, l'ADN, etc. Et donc Descola, vraiment, il utilise intériorité et physicalité pour définir les deux. Je ne vais pas vous reprendre sur les ontologies de Descola, mais juste pour, en parallèle, une autre ontologie qui est l'ontologie animiste, où les animistes se représentent les non-humains comme ayant une physicalité différente. Ils sont différents parce qu'ils ont des poils, des plumes, c'est pas la même chose, mais intérieurement, ils sont identiques. Donc c'est un peu l'opposé de notre manière de penser. Intérieurement, ils sont identiques, et donc on entretient avec eux des relations qui peuvent être des relations sociales, y compris de parenté, de parenté, parce qu'on peut avoir un beau-frère jaguar ou un enfant plante, etc. Et donc ça crée ce monde, en fait, qui est un monde très, très, très différent du nôtre. Et donc, il décrit comme ça différentes formes. Et qui sont intéressantes à prendre en compte, parce qu'on voit bien que notre position à nous, sur cette frontière entre âme-animal, c'est vraiment une position occidentale qui a été construite, alors construite notamment en relation avec les religions monothéistes qui nous séparent clairement des animaux, mais aussi construite à un moment par la science positive, qui l'homme est doué de raison et les animaux non, donc on est vraiment très différents. Mais c'est pas la même chose dans d'autres sociétés. Ce qui est l'animal aussi, ces relations homme-animal, alors ça mériterait de plus long développement, mais ces êtres hybrides que l'on a connus aussi, hybrides, à moitié homme, à moitié animal, toute cette mythologie, les sirènes, ou même au niveau de la science, à la fin du Moyen-Âge, alors moi je travaille sur les milieux marins, donc j'ai vu pas mal de documents là-dessus, où, ne sachant pas trop ce qu'il y avait sous la terre, on construisait des êtres hybrides. Vous avez le fameux moine poisson qui habitait les fonds de mer. Donc on construisait comme ça un monde en relation avec le monde qu'on connaissait. Et donc là, on a aujourd'hui une séparation très claire de l'humain et de l'animal en Occident, séparation qui a tenu bon, et vraiment qui était assez ferme pendant plusieurs siècles, quoique on peut aussi s'interroger, puisqu'on jugeait les animaux. Il y avait des animaux qui étaient jugés pour leurs méfaits, donc, et qui pouvaient être après pendus. Il y a comme ça des jugements de cochons ou d'autres animaux, de dauphins aussi. Et puis, il y avait également des exorcisations d'animaux. Mais on a quand même une vision, nous, une séparation très, très stricte de l'homme et de l'animal, avec cette question, qu'est-ce qui fait le propre de l'homme, qui est une question qui nous a beaucoup animés. Et donc, aujourd'hui, avec la biologie notamment, on sait que l'homme est un animal parmi d'autres. Il y a eu un manifeste humain et autres animaux, je crois que c'est ça le titre, si je me souviens plus, parce que on est un primate, un mammifère, un vertébré, un animal, un être vivant, et donc on fait partie de ce grand groupe des animaux. Alors, on a une partie vraiment qui s'intéresse dans l'exposition, donc qui est intitulée « Mon chien, c'est quelqu'un ». Donc je vous ai mis un petit peu... c'est de quoi sont capables les animaux. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de leurs compétences, de leurs habiletés. Et on sait qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de dire qu'ils développent une certaine forme d'intelligence, donc entendu comme un ensemble de comportements qui permettent à un individu, à une espèce, de s'adapter, et qu'ils développent différentes capacités. Le langage, la peur, la joie, la colère, l'attachement, le rire, même si ça a été, on disait, le rire est le propre de l'homme. Vous avez comme ça, si vous vous rappelez aussi des cours de philosophie, on avait comme ça des grands préceptes. Mais aujourd'hui aussi, donc, la mémoire, l'imagination, la capacité à mettre en œuvre à résoudre des problèmes complexes. Notamment, il y a des études qui sont faites chez les corbeaux, et on le montre dans l'exposition. La coopération, la transmission d'une culture. Les derniers
des dernières avancées scientifiques ont permis de montrer que les différents groupes de singes possédaient des cultures spécifiques, culture au sens vraiment culture qui se transmet, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les outils, on ne les fabrique pas de la même manière, on ne les utilise pas de la même manière dans différents groupes de singes qui sont différents. Et puis aussi sur le chant des oiseaux, qu'il y avait des chants qui étaient transmis et dans la même espèce, différents en fonction des localisations. Donc là, il y a des choses vraiment intéressantes. Et donc, du coup, qu'est-ce qui nous reste à nous, humains? Alors là, juste ici, c'est une œuvre d'un chimpanzé, quoi, une œuvre. Une réalisation, parce que si je dis une œuvre, déjà, ça lui donne un statut, une réalisation d'un chimpanzé Congo qui a été entraîné. Et là où on n'a pas toutes les réponses, autant on est capable de dire oui, il y a des cultures, oui, il y a de l'automédication, oui, il y a de la peur, oui, il y a de l'attachement, etc. Mais il y a des moments où on n'a pas non plus les réponses et on a accroché cette œuvre, cette réalisation, de ce chimpanzé. Et là, chacun un peu à se dire, voilà, est-ce qu'on peut considérer ça ou pas comme une œuvre? Est-ce qu'il y a une intention artistique derrière ce tableau? Là, c'est difficile d'avoir ces réponses. Et ce qui est compliqué aussi, pour finir sur ces capacités des animaux, c'est vraiment c'est qu'ils ont des capacités que nous, on n'a pas. Et donc, comment développer des analyses sur des choses qu'on ne peut même pas présumer. Alors, il y a des choses qu'on connaît, l'écolocation des chauves-souris, la manière dont certains animaux peuvent se cacher. Mais après, il y a certainement des éléments qu'on n'est pas capable d'identifier et que les animaux auraient. Donc, du coup, cette frontière homme-animal, elle devient un petit peu floue. Et donc, voilà. Qu'est-ce qui nous sépare aujourd'hui? Peut-être, est-ce que c'est notre conscience de notre responsabilité envers les autres espèces? Peut-être. Encore faut-il qu'on la mette vraiment en œuvre, cette conscience. La deuxième partie, ça traite, donc je suis un champion. Alors le sport, certains se disent, tiens, les limites, les frontières de l'humain, pourquoi le sport? En fait, ça nous a paru tout de suite assez évident. Et puis on a un partenariat avec l'INSEP, qui est l'Institut national du sport, de l'éducation physique, ça doit être ça. Voilà, l'INSEP. Et en fait, le sport, c'est vraiment... Alors Marcel Mauss, qui est un ethnologue très célèbre, disait un fait social total. Et le sport, c'est vraiment ça. Ça nous permet de nous interroger sur beaucoup d'aspects de notre société. Et notamment, par le plus vite, plus haut, plus fort, c'était de s'interroger sur les limites du corps et jusqu'où on a envie d'aller dans ce surentraînement, dans cette production de corps spécifique à une discipline donnée. On a, par ailleurs, il y a un catalogue de l'exposition, un très beau catalogue que vous devrez feuilleter parce qu'il est vraiment, comme j'y ai participé, je peux en faire la publicité. Et on voit que dans les années 50, les sportifs sont à peu près pareils. Ils ont à peu près la même taille, quelles que soient les disciplines. Bon, ce sont des hommes avec des moustaches, mais voilà, c'est à peu près équivalent. Alors qu'aujourd'hui, on peut, c'est pour ça qu'on a mis cette image, peut-être qui paraît pas très, très bien, mais on a des morphotypes en fonction, on peut dire de quoi, si on regarde un petit peu du sport, de quoi la personne est spécialiste. Et quand on aime le rugby, on sait à quel poste il joue. Parce que voilà, les gros costauds, c'est pas la même chose que les ailiers ou que d'autres. Donc, en fait, c'était s'interroger sur ce corps que l'on transforme, que l'on modifie, et jusqu'où on va aller dans cette modification. Et on sait que certains pays aussi sélectionnent dès l'âge de 3 ans en fonction de qualité déjà morphologique et puis aussi de qualité biologique, sur est-ce qu'il a les tendons plus ou moins élastiques, quel sport on va lui faire. Et il y a un surentraînement pour construire des athlètes. Et donc, est-ce qu'on a envie d'aller jusque-là? C'est une question, en tout cas, que l'on pose. Et donc, on a cette transformation du corps, mais aussi tout ce qui est construit mentalement. Mais
qui était aussi intéressant de montrer, c'est que cet homme-machine prêt à faire du sport, que l'on aurait construit physiquement et puis mentalement pour affronter toutes ces épreuves et gagner. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on ne peut pas tout construire parce que les plus grands athlètes sont aussi ceux qui ont inventé des styles, inventé des manières de faire. Et donc, on a pris le saut de Dick Fosbury, pour ceux qui connaissent, qui est le premier à avoir sauté en dorsale alors que tout le monde sautait en ventrale. La roulette de Zidane, alors moi je ne connais pas trop ce que c'est que la roulette de Zidane, mais les spécialistes apprécieront le service de McEnroe, etc. Et puis en patinage artistique. Et donc, voilà. L'homme-machine, oui, mais on voit bien que les plus grands champions, ils ont aussi cette part à eux, cette part d'invention. Mais c'est la première, c'est une interrogation qu'on pose, jusqu'où on veut aller dans cette transformation des corps. La transformation des corps en sport, oui, et il y a aussi toutes ces innovations technologiques, puisque je vous disais qu'on a un moment aussi important, et donc l'innovation technologique, où les industries mettent beaucoup d'argent. Nike investit près de 500 millions d'euros par an pour les chaussures. On voit bien qu'il y a des chaussures hyper spécifiques pour chaque type d'athlète. Et cette année, vous avez dû entendre, pour ceux qui ont écouté un petit peu ou regardé les Jeux Olympiques, il y avait cette fameuse chaussure avec une lame de carbone, et donc qui a permis de battre des records qui n'avaient jamais été égalés. Après, ça marche plutôt pour des distances un peu longues, m'ont expliqué les gens de l'INSEP, que pour le sprint, parce que la lame, elle n'a pas le temps de faire tout son effet. Mais on voit bien qu'on est aussi dans l'invention technologique. Et puis, on va voir, ça va faire le lien avec ce qui va passer tout à l'heure. Il y a aussi tous les Jeux paralympiques avec l'ensemble des prothèses ou des aides. Et la question s'était déjà posée avec Oscar Pistorius. Et on peut se demander, est-ce que dans quelques années, et parfois la science-fiction nous permet d'y réfléchir, est-ce qu'on n'aura pas des plus beaux Jeux paralympiques hyper sophistiqués, avec toutes les prothèses et avec des performances supérieures de ces pauvres athlètes qui n'auront pas d'augmentation. Donc on voit qu'à chaque fois, il y a des questions qui se posent et qui sont intéressantes. Ça fait le lien vraiment avec la troisième partie, qui est la partie sur les cyborgs. Alors, le cyborg, c'est quoi? C'est vraiment cet homme-machine. La définition première d'un cyborg, c'est un individu qui a une part technologique. Alors, ça peut être une part technologique assez faible. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à la préhistoire, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous, et l'archéologie, on retrouve des formes de prothèses, à base d'os ou de coquillages dans des temps reculés. Mais là, on parvient avec cette technologie à faire des formes d'hybridation homme-machine qui ont été notamment beaucoup travaillées dans l'armée. Comment on fait un militaire, un sursoldat, un soldat qui serait capable de tout. Et puis évidemment aussi dans la médecine pour réparer des personnes. Donc là aussi on a une œuvre d'art qui est une œuvre d'une artiste coréenne qui travaille beaucoup sur ce fantasme de la femme cyborg qui existe, dont elle a fait beaucoup de sujets. Et la question qui est vraiment, moi je trouve vraiment intéressante, c'est à quel moment, à force d'échanger, de transformer, de modifier nos organes, cessera-t-on d'être d'un humain, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, pour passer à autre chose? C'est toujours cette question de frontière. Tout à l'heure, je vous parlais de Descola. Alors, je ne sais pas comment il le prendrait, mais je trouve que son idée de physicalité, intériorité, elle est intéressante. À partir de quel moment, physiquement, on est un humain, et aussi intérieurement, quand on a été modifié. Alors, modifié de plusieurs manières. C'est les exosquelettes, ce sont les prothèses,
les implants et tous ces objets connectés. Et donc, à partir de quel moment on reste encore un humain? Alors, pour ceux qui sont, voilà, qui aiment bien les films de science-fiction, est-ce que Dark Vador est un humain? C'est une question voilà, que tout le monde se pose, mais bon, on sait quand même que c'est le père. Donc, est-ce que Terminator, voilà, on a tout un tas d'exemples de ces moitiés humains. Ça avait commencé pour les plus vieux comme moi, hein, par l'homme qui valait 3 milliards et qui avait été voilà, l'homme bio-ionique et donc qui faisait des choses extraordinaires. Mais les plus jeunes ne peuvent pas connaître. Donc voilà, mais ça pose toutes ces questions des humains, jusqu'où on va les transformer. Ça pose aussi la question de la réparation ou de l'augmentation, parce qu'on voit bien que ces questions de cyborg, c'est vraiment... ça peut être extrêmement positif quand on pense aux implants, pacemaker ou un plan auditif, un plan oculaire, et donc qui permet d'aller mieux, de réparer, de permettre de vivre dans de bonnes conditions. Mais quand on en est à l'augmentation, c'est-à-dire pas pour des raisons thérapeutiques, mais l'augmentation de l'homme, jusqu'où on va aller. Et on voit bien que voilà, l'industrie s'en saisit, la mode, la consommation courante. On a des objets connectés. Moi, j'ai mon téléphone avec lequel je suis toute la journée. Voilà, est-ce que... Bon, pour l'instant, ça va, je suis encore à peu près tranquille, je l'ai dans la main, mais le jour où je l'aurai implanté dans mon bras et j'aurai, comme cet artiste Stellark, que vous voyez peut-être pas très bien ici, mais qui a un implant à l'intérieur de son bras et une oreille. Et en fait, le jour où j'aurai qu'à faire oui, allô, ou qu'à... Voilà. Qu'est-ce que ça aura modifié? Moi, comment ça m'aura modifié, à la fois physiquement, mais aussi intérieurement, d'être connecté comme ça, sans même avoir ce téléphone à la main, dont je peux quand même me séparer, mais à un moment... Donc, ça pose vraiment... cette question, ça pose aussi la question de l'accès égal. On le sait bien, hein, il n'y a pas un accès égal à l'ensemble de ces technologies, ne serait-ce que pour la réparation. Combien de personnes dans différents pays ne peuvent pas avoir accès aux prothèses qui leur permettraient de vivre, et donc on aurait l'homme supérieur, et puis on aurait ceux qui ne sont pas augmenter. Et puis la question, qu'à partir de quel moment je perds le contrôle de mon propre corps en étant appareillé de cette manière-là. Donc c'est des questions qui sont à la fois passionnantes et qui se posent vraiment aujourd'hui à chacun d'entre nous, et puis à différentes étapes de la vie, et des questions auxquelles on peut répondre individuellement. Et dans l'exposition, j'espère que je ne suis pas trop longue, dans l'exposition, on voit que on a des vidéos où il y a des personnes qui sont amputées, soit à cause de à la naissance, un problème, une maladie, soit par accident, et qui choisissent ou non de mettre des prothèses. Ça doit aussi pouvoir rester un choix individuel, soit qu'on considère comme la prothèse fait partie de soi, et donc il n'y a pas forcément de souci, soit qu'on considère que c'est un corps étranger dont on ne veut pas pour soi-même. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que je suis bavarde. Je suis un mutant, et donc cette capacité, je vous le disais tout à l'heure, de non seulement se changer soi-même, mais changer aussi l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on intègre des mutations dans son génome et des mutations qui peuvent être transmissibles, on peut aussi changer l'espèce humaine. Donc ça, c'est l'œuvre dont je vous parlais, de Patricia Puccini. Donc une œuvre qui, certains sont totalement révulsés par cette œuvre, parce que quand on la voit en vrai, elle est quand même impressionnante, parce qu'elle est hyper réaliste. Et puis d'autres qui voient plutôt ce lien maternel extrêmement fort, même avec ce mutant. Donc il y a toutes ces questions de commerce de gamètes, 1 000 € hein, pour avoir le bébé de votre choix au Danemark, de diagnostic prénatal, et on sait ce que ça peut faire dans le déficit homme-femme dans le monde aujourd'hui, où certaines populations ou certaines
familles choisissent plutôt d'avoir des garçons et donc avortent quand il s'agit des femmes. Et puis le diagnostic préimplantatoire où on pourrait à partir, voilà, choisir aussi son embryon. Est-ce que mon embryon correspond à ce dont j'ai envie comme bébé? Et donc avec ces formes d'eugénisme, et d'ailleurs on a un jeu qui est assez drôle à faire pour choisir son bébé. Donc la modification du génome, aujourd'hui, on voit bien que modifier, hein, c'est enlever voilà, des séquences d'ADN. Ça pose des questions à la fois techniques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire. On ne pourra pas rendre, même si certains vendent du sperme de prix Nobel. D'ailleurs, on se demande comment un prix Nobel a pu accepter de donner son sperme pour qu'il soit vendu, mais bon, il y en a peut-être, il en suffit d'un. Donc, vendre du sperme de prix Nobel ou de personnes qui ont un QI au-dessus de 130, ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas un gène de l'intelligence. Donc c'est aussi se dire, voilà, peut-être que la couleur des yeux, il y a peut-être des choses qui sont liées à un seul gène, mais on ne pourra pas, on pourra pas tout modifier. On sait aussi qu'il y a des interactions entre les gènes. Donc, on sait, là, il y aura une conférence qui est prévue, hein, vraiment spécifiquement plus sur ces modifications génétiques. C'est qu'il y a toutes ces interactions entre les gènes et parfois, on peut, sous prétexte d'avoir telle qualité, se retrouver avec des déficiences dans beaucoup d'autres endroits. Donc, et puis ce fameux ciseau moléculaire, hein, le CRISPR-Cas9, hein, qui permettrait, mais ce n'est pas encore ni précis, ni sûr, et donc les dommages collatéraux, on ne les connaît pas encore. Donc on ne peut pas non plus aujourd'hui penser que le génome, et ça fait le lien avec l'immortalité, que nous intégrer le gène de l'immortalité, si tant est qu'il puisse exister, ce dont tout le monde doute, nous deviendrions immortels. Donc la 5e partie, c'est « Je suis immortel », pose vraiment cette question, puisque certains nous prévoient, hein, l'immortalité. C'est un peu la frontière ultime que l'on voudrait dépasser. Nous, dans nos sociétés occidentales et très individualistes, où la mort est devenue quelque chose d'inconcevable et que l'on veut chasser. La mort, c'est bien une question qui est omniprésente dans toutes les sociétés. On voit bien en anthropologie, hein, ça a été beaucoup étudié, et puis en préhistoire aussi, qu'anthropologie, à la fois dans le temps et dans l'espace, que toutes les sociétés ont pensé à la manière dont quelle relation ils avaient avec leurs morts, quand ils commerçaient avec les morts. Et donc, chaque société a construit une manière particulière. Dans l'exposition, vous avez un crâne du Mexique qui est fait en sucre et en pâte d'amande, parce qu'il y a un jour où on nourrit les morts et donc on leur offre ces crânes en sucre et en pâte d'amande. Puis vous avez des religions, ou pas des religions, des sociétés qui conçoivent la mort différemment, qui vont plutôt commercer, essayer de s'attirer leur bonne grâce, parce que les morts peuvent poser problème. D'autres avec des formes où les nouveau-nés peuvent devenir ceux qui sont partis, etc. Des phénomènes en fait de cycle au niveau de la mort. Et donc ce lien avec les ancêtres, il existe partout, dans toutes les sociétés. Alors dans les sociétés qu'on appelle holistiques, et donc qui forment un tout, généralement, c'est plus la communauté qui est importante et pas l'individu. Mais nous, comme je vous le disais, en société occidentale, on a tendance à être très individualiste et donc d'avoir cette relation avec la mort très individuelle, très moi, je vais mourir, ce qui n'existe pas forcément dans toutes les sociétés. Donc là, on a décidé de travailler beaucoup sur des objets patrimoniaux et notamment sur le crâne des vanités, donc qui fait référence à toute cette époque sur les vanités. Donc, dépasser la mort, on revient quand même sur des concepts extrêmement importants qui sont les concepts d'espérance de vie et de longévité, hein, vivre plus longtemps. Aujourd'hui, il y a des débats scientifiques dont on fait état qui sont quand même toujours là. Est-ce qu'on a atteint un plateau ou pas? Parce que la doyenne de l'humanité, ça reste Jeanne Calment, hein, 122 ans. Et donc, est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on est arrivé à un plateau ou est-ce que ça va augmenter un petit peu? Les démographes se posent des questions. Et donc, malgré tout, là vous avez aussi une œuvre d'art, Franck Pasqua, je crois, sur la vanité au papillon.
qui reprend ces symboles de la vanité. Et ça pose voilà, ces questions de est-ce que c'est parce qu'il nous fait homme malgré tout de mourir, hein. Il y a des citations qui sont des citations assez connues sur cette relation à la mort qui a existé de tout temps et dans toutes les sociétés. Mais aujourd'hui, on a aussi tout ce transhumanisme, en fait, qui nous prévoit des formes que l'on peut devenir immortel. Alors, vous avez plusieurs formes. Là, j'avais choisi comme photo, parce que quand j'étais petite, ça me faisait toujours rire Hibernatus avec Louis de Funès. Donc, vous voyez mes références. Hein. Et donc, la cryogénisation qui existe encore, mais je crois qu'il y a moins de 2000 personnes au monde qui se sont faites cryogéniser. De mémoire, hein, mais je vais peut-être dire des bêtises, 75 000 € pour une tête et 235 000 pour le corps entier. Ceux qui font que la tête, bon, ils n'ont peut-être pas assez d'argent, mais en tout cas, ils se disent qu'on leur rajoutera un corps quand ils seront réveillés. Mais après, vous avez aussi, et les GAFA, vous avez tous ces grands groupes qui travaillent sur l'uploading du cerveau, hein, où je caricature parce que je ne m'y suis pas suffisamment intéressée, où votre cerveau est mis sur le cloud, et puis voilà, on pourrait réinjecter dans une personne jeune ou neuve, je ne sais pas comment on peut dire, voilà votre cerveau. Et puis toutes ces nanotechnologies, biotechnologies, où on trouverait le gène de l'immortalité. Donc là, face au transhumanisme aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que véritablement, ça n'a pas de fondement scientifique, parce qu'aujourd'hui, voilà, il est impossible, après une cryogénisation, de retrouver la vie, et puis l'uploading du cerveau. Mais il y a beaucoup d'argent qui est dépensé là-dessus et puis il y a des personnes qui vraiment on est plus du registre de la croyance et de cette mort qui devient vraiment quelque chose qu'on ne supporte plus, insupportable, voilà. Et enfin, on va tous y passer. Parce que bon, même ceux qui auraient réussi à être immortels ou qui croient à l'immortalité, finalement, être immortel dans notre société où on est en crise climatique et crise de la biodiversité, est-ce que ça a encore du sens? Et donc, on voulait quand même voilà, redire qu'on a aujourd'hui des connaissances scientifiques avérées sur ces changements climatiques. Hein. Il y avait eu le rapport Meadows sur les limites de la croissance en 1972 qui alertait déjà les limites de la croissance. On a continué. Et donc on continue. Il y a un schéma qui montre. On continue exactement de la même façon. Rien n'a baissé. Qu'on est dans cette période qui est caractérisée par ce terme d'anthropocène. Alors l'anthropocène qui est un terme qui est beaucoup débattu aujourd'hui, à la fois par les géologues, parce qu'est-ce qu'on est dans une ère géologique. Je pense que ce n'est pas là vraiment le débat, c'est qu'on est quand même dans une période où l'homme modifie son environnement véritablement. Donc après, il y a aussi tout le débat autour de l'anthropocène qui est lié au... anthropocène, ce qui voudrait dire changement par tous les hommes, sauf que ce n'est pas tous les hommes qui sont à l'origine de la crise climatique ou de la biodiversité, c'est une partie des hommes, et donc il y a d'autres vocabulaires comme capitalocène, plantationocène, qui veulent montrer aussi que c'est une certaine manière de vivre qui nous engage vers ces crises, quoi, où on est engagé dans ces crises majeures. Et donc, avec cette question, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, des inégalités écologiques et environnementales, où là, on est non seulement on est sur une planète en crise, mais il y a de très fortes inégalités qui touchent différemment les populations à travers la planète, mais aussi au sein de la société. Si on prend que la France métropolitaine, on a des fortes inégalités entre ceux qui ont accès à des endroits avec les aménités, qu'offre la nature, et ceux qui n'y ont pas accès et qui vivent dans des endroits surpollués, où il n'y a plus de biodiversité, où il y a plus rien. Donc ça aussi, c'est une vraie question. Et donc, on est dans cette 6e crise de la biodiversité. Hein. C'est un constat réel. Je vous balaye vraiment rapidement tout ça, hein, mais c'est ce qui fait le cœur de quoi, c'est ce dont on parle dans l'exposition.
différentes études ont montré à la suite de... Quoi, pas à la suite. Rachel Carson avait parlé en 1962 du printemps silencieux. Et là, aujourd'hui, les équipes du muséum, avec leurs partenaires, bien sûr, hein, ont montré que 30% des oiseaux communs avaient disparu et qu'on est aujourd'hui dans une époque, voilà, on est dans le printemps silencieux. Alors bien sûr, on ne voit pas, quand on ouvre sa porte, les oiseaux ne sont pas morts par terre, mais il y a 30% de moins d'oiseaux communs. Et donc, si on y prête attention, on entend moins de chants d'oiseaux qu'on entendait auparavant. Et puis là encore, c'est mon âge qui permet de le dire, hein. Moi, quand j'allais en voiture avec mon père, on traversait pour aller en vacances, qui fumait dans la voiture d'ailleurs, mais bon, sans ceinture de sécurité avec le bébé devant, mais bon, ça c'est notre affaire. Bah, il fallait s'arrêter pour nettoyer le pare-brise, parce qu'il y avait plein d'insectes. On a perdu aussi énormément d'insectes, plus de 30% aussi des insectes. Et donc on voit qu'il y a des constats qui sont présents, hein, qui sont... Il n'y a aucun doute là-dessus. Les causes, on les connaît. L'IPBES a montré qu'il y avait 5 causes. Les causes, c'est l'artificialisation des sols, c'est le changement climatique, c'est, je compte sur mes doigts parce que j'ai toujours peur d'en oublier, c'est les pollutions, les espèces invasives, et voilà, j'en oublie une, personne ne m'aide, la surexploitation. Voilà, surexploitation des ressources. Donc, on est vraiment, nous, humains, et surtout nous, sociétés technologiques, les causes de ce changement. Et donc, on appelle, l'IPBES appelle et les scientifiques aussi, hein, à des changements transformateurs, c'est-à-dire il faut qu'on change nos manières de vivre, nos manières, voilà, l'artificialisation des sols, il faut qu'on la cesse, il faut qu'on fasse attention au changement climatique, il faut qu'on fasse très attention aux pollutions. Là, je disais un article ce week-end autour des pollutions qui était sur les perturbateurs endocriniens. On atteint la santé de notre environnement, mais on atteint notre propre santé aussi, parce que quand dans l'article, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais quand elle décrivait dans le placenta le nombre de pesticides et de perturbateurs endocriniens différents qu'il y avait, c'est hallucinant. Donc on est en train, on s'empoisonne nous-mêmes et avec des dommages sur notre propre vie. Donc voilà, on repose toutes ces questions qui nous paraissent importante. Et on termine par voilà, un épilogue, un autre monde est possible, mais il est dans celui-ci, qui est une très belle phrase de Paul Éluard, je trouve, et qui en fait propose 5 scénarios. 5 scénarios qu'on entend, hein, qui sont un peu communs, et donc qu'on a écrit, et puis avec une autrice, Laure Nouala. Après tout, continuons ainsi, hein, c'est pas grave, ce sera pas moi, ce sera mes enfants, mes petits-enfants. Ou alors un autre scénario, la technologie nous sauvera. On mettra des pare-soleil, on mettra des glaçons dans la mer quand elle sera trop chaude, ou je ne sais trop quelle chose. Chacun son bunker, vivons tous cachés avec de quoi vivre quand ça sera l'apocalypse. Allons tous sur Mars, sauf qu'on n'ira pas tous sur Mars, évidemment. Où vous imaginez bien que le scénario que l'on propose, c'est il est possible de faire quelque chose, ensemble on va plus loin, mais dans un registre de la sobriété et de la prise de conscience des limites. Et donc c'est aussi s'interroger sur collectivement dans quelle société nous souhaitons vivre pour pouvoir continuer à vivre sur cette planète, donc l'habitabilité de la Terre pour les humains et les non-humains. Donc, je pense, voilà, le commissariat scientifique, je vous en ai parlé, et le commissariat muséographique, plus une vingtaine de conseillers scientifiques, dont vous verrez aussi qui est programmé un Luc Semal, qui est spécialiste, voilà, de l'effondrement et de toutes ces questions de politique. Je pense que j'ai un peu dépassé, mais... Voilà.